Eh messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le rassemblement du mouvement F24 ce vendredi à la place de la Nation. Ses membres et sympathisants ont manifesté contre l'éventualité d'un troisième mandat du chef de l'État. Khalifa Sall, hué par une partie de la foule, n'a pu prendre la parole. 50, c'est le nombre de bracelets électroniques posés sur des inculpés détenus depuis le début de la phase de mise en œuvre sur un total de 1000 appareils réceptionnés. Le ministère de la Justice veut mieux faire pour améliorer cette alternative à l'incarcération. Mouvement d'humeur ce vendredi à la Sonatel. Les travailleurs ont observé une journée de présence négative. Ils revendiquent un partage juste et équitable des bénéfices de l'entreprise. Et puis fièvre hémorragique de Crimée-Congo, le Sénégal, dans une situation épidémique après la découverte d'un deuxième cas. La bonne nouvelle est que le patient guéri n'a aucun cas contact selon le chef de division surveillance épidémiologique du ministère de la Santé. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les membres et sympathisants du F24 se sont réunis cet après-midi à la place de la Nation. Ils ont manifesté contre l'éventualité d'un troisième mandat du chef de l'État. La fausse note est que Khalifa Sall a été hué par une partie de la foule et il n'a pas pris la parole. On voit cela dans cet élément signé Modou Fall avec les images d'Ababakar Kamara. Ils étaient nombreux à rallier la place de la Nation pour répondre à l'appel de l'opposition dite F24 afin de barrer la route à Macky Sall pour un probable troisième mandat. Une foule qui semble être divisée avec un Khalifa Sall hué, l'empêchant même de prendre la parole. Gis nga sama prise de parole ñëwagul wante yéen ñi nekk fii taxaw je sais que ay patriotes yu mag ngeen, est-ce que ay patriotes ngeen? El Hadj Malick Ndiaye, quant à lui, a demandé aux Pastéfiens de suivre les consignes d'Ousmane Sonko, absent des lieux. Je suis un prisonnier errant. Macky Sall pense qu'il peut emprisonner tout le monde, mais c'est peine perdue. L'objectif est de l'empêcher d'avoir un troisième mandat, mais également défendre tous les leaders de l'opposition. Ouais. Mouvement F24 donne rendez-vous aux militants dans les jours à venir pour d'autres rassemblements. Pour les membres, le départ de Macky Sall doit être acté. Le président. Et puis Maître Moussa Bokar Thiam ne voit pas l'intérêt d'une telle manifestation pour le responsable APR, par ailleurs ministre de la Communication, des Télécoms et de l'économie numérique. L'appel au dialogue du président Macky Sall devait inspirer les responsables du F24 pour d'abord s'asseoir autour d'une table pour des échanges fructueux et dans l'intérêt du pays. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Chérif Dia. Sans l'autorisation de manifester est appréciée par l'autorité administrative qui est chargée du maintien de l'ordre public, qui apprécie la nécessité d'organiser la manifestation par rapport justement à la lumière des impératifs de sécurité publique. Donc c'est un pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative qu'on doit laisser à sa libre appréciation. Voilà, ce qui est important, c'est de savoir qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays où le chef de l'État a appelé au dialogue. Et nous ne comprenons pas pourquoi cette manifestation, la pertinence de cette manifestation, puisque toutes les revendications qu'ils vont scander peuvent faire l'objet de discussions autour d'une table. Puisque le président de la République lui-même a demandé à ce qu'un dialogue soit instauré. Pas d'objet, il n'y a pas lieu à manifester, puisque les portes du dialogue sont ouvertes. En général, les gens manifestent lorsqu'ils n'ont pas d'issue, lorsqu'ils n'ont pas de possibilité de dialoguer ou lorsqu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Mais lorsque le chef d'État met en branle la possibilité de discuter, de dialoguer, mais l'opposition doit saisir cette occasion-là. Et d'ailleurs, l'opposition doit être encouragée par la société civile et non pas tout à fait le contraire.
Les vives tensions entre Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko ne peuvent pas sonner le glas de la coalition Yewwi Askan Wi. C'est du moins l'avis du professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il pense que l'avenir de cette coalition repose sur le compagnonnage sincère de ses leaders. Nous l'écoutons au micro de Seynou Diop. Non, je ne pense pas que ce problème de rapport difficile entre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz puisse entacher profondément le fonctionnement de la coalition Yewwi Askan Wi. C'est que dans ce cas de figure-là, Yewwi Askan Wi concerne justement des leaders. Maintenant, il y a de fortes tensions provoquées par Barthélémy. Peut-être qu'il a des ambitions personnelles, individuelles, ou il a des questions qu'il doit régler, ou bien il est dans une sorte de mission commandée, mais dans tous les cas, ça ne peut en aucun cas compromettre ce qui a été mis en place, qui est cette coalition solide qui a permis de donner des résultats. Et donc, il faudra préserver cela. Je pense que les responsables vont œuvrer parce que la composition, c'est Pastef, c'est le PUR et Tahirou Dakaro. Et donc, je pense que ces leaders-là vont travailler pour préserver ce cadre-là nécessaire pour pouvoir jouer un rôle important dans l'avenir politique. Parlons tout autre chose à présent. Avec le port du bracelet électronique, les autorités judiciaires évaluent le nombre d'appareils posés sur des inculpés et détenus à 50 depuis le début de la phase de mise en œuvre, sur un total de 1000 appareils réceptionnés. Les bracelets déposés ou enlevés sur ordonnance du juge sont au nombre de 10. Le ministère de la Justice compte mieux faire pour améliorer cette alternative à l'incarcération. Avec la direction des affaires criminelles et des grâces, un atelier s'est tenu ce vendredi pour sensibiliser les médias sur cette nouvelle technologie. Maïmouna Ndiaye avec les images d'Aléoune Diagne. Des agents du ministère de la Justice, des représentants de la direction des affaires criminelles et des grâces, de l'administration pénitentiaire face aux journalistes pour un jeu de questions-réponses sur le bracelet électronique. Cet atelier de formation vise à vulgariser ce nouveau dispositif qui se veut une alternative à l'incarcération. Malgré son utilité, qui n'est plus à démontrer, le mécanisme suscite encore aujourd'hui de nombreuses interrogations, incompréhensions, voire appréhensions, voire même de simples spéculations, qui justifient que l'on insiste sur les véritables enjeux de politique pénale liés à ce dispositif. Vous, professionnels des médias, constituez des valeurs incontournables pour aider à la vulgarisation de ce nouveau mécanisme qui n'en est qu'à sa phase expérimentale. Sur le pose ou le retrait du bracelet, toute une procédure à suivre sur ordonnance du juge. Nous recevons l'ordonnance, nous exploitons l'ordonnance. Si on ne comprend pas, on appelle le juge, qu'il amène les éclaircissements nécessaires pour qu'on puisse faire l'enregistrement, le paramétrage et le zonage. Quand le juge dit que tel endroit c'est une zone d'exclusion, vous ne pouvez pas y aller. Déjà, 50 bracelets ont été posés et 10 déposés sur un total de 1000 bracelets disponibles. Par exemple, hier, on a fait la dépose de 7 bracelets à Thiès, mais sur les motifs, le juge a bel et bien dit que le contrevenant n'a pas violé ses obligations. Raison pour laquelle je peux me permettre d'ordonner la dépose. Dans le cas du docteur Nyon de la Souman, le procureur avait interjeté appel lorsque ce dernier a refusé de porter le bracelet. Le magistrat clarifie. Il y avait apparemment un processus de pose de bracelet qui n'a pas abouti. Il y a eu un appel qui est intervenu postérieurement et la chambre d'accusation a rendu un arrêt. Mais ce que je confirme ici, c'est que pour que la pause puisse avoir lieu, il faut que la personne sollicite la mesure ou que lorsqu'on lui a proposé cette mesure-là, elle l'a acceptée. Après les journalistes, une autre session de formation est prévue à l'endroit de la société civile.
Ceci entre dans le cadre de la vulgarisation de la surveillance électronique de ce nouvel outil. Et puis cette affaire sordide au lycée de Dara, un professeur de mathématiques SVT est accusé de viol par son élève qui fréquente la classe de 3e. C'est au moment des cours particuliers qu'il dispense à son domicile. La famille de l'élève a porté plainte contre le professeur qui est actuellement placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Dara. Les détails dans ce récit signé Mamadou Moustapha Ndiaye. Au lycée XCM1 de Dara, une affaire de viol pollue l'atmosphère. Un professeur de mathématiques et des sciences de la vie et de la terre est accusé de viol par une élève en classe de 3e. Les faits se sont déroulés hier aux environs de 16 h. Le professeur, en service au lycée XCM1 de Dara, est actuellement placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Dara suite à une plainte déposée par la famille. Selon un témoin, l'élève habite au village religieux de Nguet. Elle était venue faire cours au domicile du professeur. Âgée de 15 ans, la jeune fille est élève en classe de 3e au lycée XCM1. Après son acheminement au centre de santé Elisabeth Diouf de Dara, elle a été référée à l'hôpital Maguilo de Linguère pour y recevoir des soins au service gynécologie. Pour soutenir leurs camarades, les élèves du lycée XCM1 ont délogé leurs camarades des autres collèges et lycées afin de réclamer justice. Le présumé violeur sera déféré au parquet régional de Louga. Actuellement, les nerfs sont très tendus à Dara Djolof où cette affaire de viol est diversement appréciée. Les élèves ont décrété 60. Puis les chauffeurs sénégalais arrêtés au Burkina Faso de retour au Sénégal depuis hier. Ils sont au nombre de 19 au total et tous sont sous le choc. Ils ont été accueillis par les membres de leur famille et ceux du GIE, des commerçants et ressortissants sénégalais de la sous-région. Les chauffeurs racontent comment ils ont été arrêtés par des hommes armés et encagoulés qui ont incendié leur camion rempli de marchandises. Les membres du GIE réclament des dommages et indemnisations pour compenser leurs pertes matérielles qui, disent-ils, avoisinent les 600 millions de francs CFA. Les détails dans cet élément signé Abdoulaye Diop. Les familles des chauffeurs plongées dans les mois. Comme cette dame qui retrouve son petit frère. Tous poussent un ouf de soulagement. Alhamdulillah, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Ce chauffeur revient sur les événements de l'attaque au Burkina. Ils nous ont dit de sortir les moutons. On l'a fait et ils ont incendié le camion et nous ont laissé partir sans rien. Pendant ce temps, sa famille était dans le désarroi. Ce jour-là, je prenais le petit déjeuner, mais je n'ai pas pu le terminer. Désarroi total, comme l'explique le porte-parole des chauffeurs. Il avait posé son arme contre moi pour tirer. Finalement, submergé par les émotions. Les membres du GIE des commerçants et ressortissants sénégalais sont venus en masse pour soutenir leurs frères. Du Burkina Faso. Ces vaillants commerçants ont contracté des crédits bancaires et risquent de faire faillite s'ils ne sont pas venus en aide. Mais la directrice de l'assistance et de la promotion des Sénégalais de l'extérieur n'a pas fait de promesses. Parce que yaakaar naa ne loolu yëpp après dinañu xool ci kanam ñi nga xam ne tamit war nañ ko saytu lépp luñ ci war a def rek ñi ko war a def dinañ ko def. Les commerçants et transporteurs du GIE comptent rencontrer le chef de l'État dans les prochains jours. Vous l'annoncez également dans les titres de ce 20h. Les travailleurs de la Sonatel ont observé ce vendredi une journée de présence négative. C'est une journée donc suivie par les travailleurs selon leurs secrétaires généraux des syndicats qui composent l'intersyndicale. Les travailleurs de la Sonatel revendiquent un partage juste et équitable des fruits de la croissance de l'entreprise au bénéfice des clients et du personnel. Rose-Marie Diouf revient sur leur mouvement d'humeur au micro de Fatou Bintou Conté avec des images de Ahmad eu à lancer un mot d'ordre aux travailleurs de Sonatel pour que de 8h à 11h, il y ait une absence totale de travail.
Et donc, c'est vraiment une grande satisfaction. Puis, les travailleurs, nous pensons qu'au niveau de Sonatel, il faudrait une répartition équitable des fruits de la croissance et de la richesse de l'entreprise. Nous voyons les résultats, ils sont tous connus de Sonatel. Et nous, travailleurs, qui sommes vraiment les acteurs de ces bénéfices, de cette croissance. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la rémunération, nous n'avons pas la juste rétribution par rapport à cette croissance qui est faite au niveau du groupe Sonatel. Un deuxième cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo découvert au Sénégal, particulièrement à Linguère, une situation qui met le pays dans une situation épidémique. Le patient est désormais guéri et aucun cas contact n'a été noté selon le chef de division surveillance épidémiologique du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Rappelons que la transmission interhumaine peut survenir à la suite d'un contact direct du sang, avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques de sujets infectés, selon le docteur Boli Diop. Et à l'approche de la Tabaski, évidemment, avec l'arrivée des moutons de la sous-région, il rassure la population sur la consommation de la viande. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Habib Faye avec les images d'Ahmadouba. Le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo provoque des flambées de fièvre hémorragique virale sévère avec un taux de létalité pouvant atteindre 40%. Un deuxième cas est découvert au Sénégal, plus particulièrement à Linguère, ce qui met le pays dans une situation épidémique. Pas au niveau de Linguère, la maladie n'a pas évolué vers les complications et au moment où nous parlons, le malade est actuellement guéri. C'est une maladie qui est là, que nous serions. Ce qui est important, c'est la prévention et la connaissance de cette maladie. Selon les recommandations de l'OMS, un cas confirmé de Crimée-Congo constitue une épidémie. La transmission interhumaine peut survenir à la suite d'un contact direct avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques de sujets infectés. Il n'existe pas de vaccin ni pour l'homme ni pour l'animal. Et l'évolution vers les formes hémorragiques constitue la gravité de la maladie. Ces formes hémorragiques surviennent à peu près 10 à 15 jours après le début des symptômes. Et c'est sous forme de ce qu'on appelle d'hématémèse, quand le malade vomit du sang, ou sous forme d'hématurie, quand le malade urine du sang, ou sous forme de rectorragie, quand le malade va à la selle avec la présence de sang. Bientôt la Tabaski avec l'arrivée des moutons de la sous-région, le docteur Boli Diop rassure la population, mais mise sur la prévention à partir de l'abattage au dépeçage. Pour dire de façon claire, il n'y a pas un risque majeur. Ce qu'il faut dire est de façon claire que la viande, n'est-ce pas, par rapport au bétail est une viande qu'on peut consommer de façon licite. Ce qu'il faut éviter, c'est le contact prolongé au moment de l'abattage et du dépeçage pour que les gens qui font cela ne soient pas exposés. Mais en dehors de cette période critique de l'abattage et du dépeçage, il n'y a pas de problème à consommer la viande. C'est après la découverte du premier cas humain de fièvre hémorragique de Crimée-Congo au mois d'avril que le Sénégal est en situation d'épidémie. Le patient est finalement décédé à l'hôpital d'Al Diam. Le ministère de la Santé a activé le centre des opérations d'urgence sanitaire pour faire le suivi de la maladie. Parlons économie à présent avec la 7e édition du Forum économique entre Singapour et l'Afrique qui se tient du 29 au 30 octobre prochain. L'annonce est faite par l'agence gouvernementale Entreprise de Singapour en visite de travail au Sénégal pour 72 heures. Une visite qui a permis à cette agence, sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie de Singapour, de rencontrer plusieurs acteurs dans le secteur de la distribution, de la fabrication de produits de grande consommation. Les détails avec Ibrahim Makan et Modou Diop. À la recherche de nouvelles opportunités d'affaires et de partenariats au Sénégal, Singapour Enterprise multiplie les échanges avec les opérateurs commerciaux sénégalais. Des rencontres qui entrent dans le cadre d'une mission économique de 3 jours dans le secteur de la grande distribution et fabrication de produits de grande consommation.
Notre mission aujourd'hui à Dakar, je suis donc accompagné de 11 entreprises qui viennent donc de Singapour, qui sont donc venues et ça entre dans le cadre donc, de notre étude du secteur donc, de la consommation pour mieux comprendre donc, le consommateur donc, au niveau local. Et là, nous essayons aussi d'analyser et de voir si au niveau du Sénégal, quelles sont donc les opportunités d'affaires qui sont pour donc s'ouvrir au profit donc des entreprises, des 11 entreprises qui composent notre délégation. Au-delà de ces rencontres B2B, Singapour Enterprise, dans l'optique de mieux aider à développer les petites et moyennes entreprises au niveau local dans ce contexte de crise, prépare également la 7e édition du Forum économique entre le secteur privé de Singapour et celui de l'Afrique. Nous travaillons à la préparation du prochain forum économique entre Singapour donc, et l'Afrique. C'est un forum qui va se tenir donc, du 29 au 30 août. Et ce sera une opportunité donc, de collaboration entre le secteur privé de Singapour et le secteur privé en Afrique. En principe, ce sera la 7e édition donc, de ce forum qui va se tenir donc, à Singapour. Et là, j'espère que je vais accueillir donc, beaucoup d'entreprises africaines donc, au niveau de ce forum. Et maintenant, je crois que de manière récurrente, chaque année, il faut s'attendre à avoir donc, une visite de Singapour Enterprise qui va donc venir présenter d'autres secteurs donc, de l'entrepreneuriat de Singapour au niveau donc, de pays africains, au niveau des 4 pays sur lesquels nous sommes focalisés. B2B private sector collaboration at the end of the day. Rappelons que ce forum en perspective sera la première édition post-Covid, un événement prévu du 29 au 30 août prochain à Singapour, une bonne tribune pour les entreprises africaines. La page culture à présent vers la mise en place de comités ad hoc de la SODAV dans les régions du sud du Sénégal. L'objectif est de leur confier les charges de la direction nationale. Il s'agit d'arriver à livrer les services de la SODAV donc dans les régions périphériques très éloignées de Dakar. Ibrahim Joseph Gaye, membre du conseil d'administration, en parle avec Lamine Ba et Lamine Moignan. Dans le cadre d'une formation, donc un renforcement de capacité au profit des membres de la commission régionale. Nous avons pu pendant 48 heures au moins échanger et renforcer les capacités de ces gens pour mieux porter. Pensons d'abord, et c'est dans ce cadre-là que la première des choses vraiment importantes, c'est de se rencontrer, d'échanger, de parler. Et c'est le début de la stratégie, que les gens sachent. Eux ont été élus par leur père. La SODAV, qui est une société de gestion collective pluridisciplinaire, qui renferme donc et qui comporte en son sein toutes les filières donc du secteur culturel. Et eux, élus, sont chargés à ce moment-là, aussi bien à Ziguinchor que dans les départements, de rencontrer les acteurs pour pouvoir au moins leur donner les rudiments, les premières armes qui vont permettre à ces acteurs de pouvoir savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ils sont, ce qu'ils font, quand, où, comment, avec qui et pourquoi. Au moins leur donner ces informations-là, les sensibiliser pour qu'ils puissent porter, je ne parlerai pas de combat, mais pour qu'ils puissent porter nos droits et que les gens sachent ce que nous faisons et que ça puisse au moins relever l'économie de la culture. Nous parlons à présent de la gouvernance communautaire et traditionnelle. Il s'agit d'une forme de gouvernement dans laquelle une personne ou une famille est choisie pour diriger une communauté. Elle est considérée comme le système de gouvernance le plus ancien et le plus respecté. Eh bien, nos reporters ont assisté à la signature de la charte du Kajar Gaya. Le Kajar Gaya est la plus haute autorité du village historique de Gaya, une localité du nord du Sénégal située dans le département de Dagana. Un reportage signé Ibou Diouf. Cité religieuse, un des fiefs de la Tijaniya. Gaya est aussi la terre natale du village Maliksi. Et en dépit de son statut de commune, il garde encore son architecture et ses valeurs,
comme la charte de la gouvernance communautaire traditionnelle de Kajar Gaya. Serigne Kajar, c'est la personne morale de la communauté qui doit surtout veiller à la paix sociale de la communauté, veiller aux intérêts de la communauté. C'est vrai, on nous a confié la charge, mais nous n'avons pas les pleins pouvoirs parce que nous sommes organisés de telle sorte que le plein pouvoir, le Serigne Kajar, il ne l'a pas. Ça, c'est un phénomène historique que personne ne peut remettre en cause. Personne ne peut remettre en cause. C'est une tradition. C'est une tradition et les gens, chaque entité respecte cette tradition. Les clauses traditionnelles ou chartes de cette gouvernance qui sont signées par ces leaders communautaires sont transmises de génération à génération et n'ont jamais été écrites. Il s'agit là d'une forme de gouvernement extrêmement élaborée, basée sur une sorte, n'est-ce pas, tout simplement de gestion participative, mais également co-constructive et partagée, n'est-ce pas, tout simplement par l'ensemble des communautés. Le Serigne Kajar incarne l'autorité morale de la communauté par des attitudes responsables et un comportement exemplaire. Il représente la communauté, porte sa voix, veille sur ses intérêts à l'intérieur comme à l'extérieur du village. L'objectif aujourd'hui était de codifier ce dispositif, de gouvernance, ce système pour les générations futures. Je pense que ce qui a été recherché par le Kajar, Mamoun Tefal, c'est de garantir, si vous voulez, la pérennité de ce dispositif. C'est une implication et une responsabilisation directe des communautés. C'est pour cela que nous avons opté pour une chefferie communautaire traditionnelle que nous allons défendre parce que ce n'est pas évident que ça soit accepté comme tel. Le Serigne Kajar, en tant que chef de village, est l'interlocuteur des autorités administratives concernant les affaires de la communauté. Il veille à la bonne administration des biens de la communauté et au bon fonctionnement des organisations et organes relevant de son magistère. Merci Boudiouf, c'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la TD Futur Média. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Cheikh Tidiane Diagne pour la deuxième partie de Soir d'Info.